Nicolas Sarkozy, président de la République, sur les réformes engagées par le gouvernement et le rôle des assemblées à Paris le 11 janvier 2012. Vous comprendrez que mes premiers mots, et je suis sûr que chacun aura à cœur de s'y associer, seront pour la campagne de Gilles Jacquier, ce journaliste de France Télévisions, qui vient de perdre la vie en Syrie en faisant son travail d'information, ce qui permet à chacun d'entre nous de se rappeler la difficulté du métier de journaliste, les dangers qu'il encourt et en même temps l'importance dans des régimes qui sont ce qu'ils sont, dans des situations qui sont celles qu'elles sont, d'avoir des femmes et des hommes courageux pour dire la vérité de ce qui se passe. Et je suis sûr que toutes les formations poétiques ici s'associeront à l'expression de ces sentiments émus, notamment à l'endroit de la compagne de Gilles Jacquier et de tous ses amis de la rédaction et de la profession. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et les sénateurs, Mesdames et Messieurs les représentants au Parlement européen, Messieurs les maires de Paris, Mesdames et Messieurs les conseillers de Paris. Je suis heureux de pouvoir vous adresser mes vœux pour cette nouvelle année. Ce sont des vœux pour vous-même, pour vos familles, pour tous ceux qui sont vos proches. Le combat politique est rude, la vie politique est difficile. Et chacun d'entre nous, quel que soit son engagement, c'est le prix d'un entourage familial et personnel solide, qui souvent souffre d'un combat politique qu'il n'a pas choisi et que nous leur imposons. Je pense aussi que quels que soient vos engagements, chacun peut partager ce sentiment, que chacun comprend ce que je peux dire, ce que je veux dire, et ce à quoi je fais allusion. Bien sûr, je n'oublie pas les institutions que vous incarnez. Vous êtes les représentants de la souveraineté nationale. À ce titre, à travers vous, c'est aux Français que je souhaite adresser mes vœux. Le 31 décembre, j'ai souhaité parler aux Français avec gravité, car la crise que traverse notre pays depuis 3 ans est grave. J'ai souhaité leur parler avec sincérité, sans déni et sans faux semblant. Comment d'ailleurs les Français pourraient-ils avoir confiance s'ils avaient le sentiment qu'on leur cache la vérité? Comment par ailleurs leur demander des efforts si on ne leur dit pas la vérité? Depuis que cette crise a commencé, nos compatriotes ont fait preuve d'un courage exemplaire. Ils ont fait également preuve de leur capacité à accepter les réformes qui étaient, à nos yeux, inéluctables pour préserver notre modèle social. Depuis 30 ans que je me suis engagé dans la vie politique, j'entends dire que la France n'est pas un pays réformable, que la France serait vouée au déclin du fait de sa prétendue incapacité à transformer en profondeur ses structures. Pas de violence, pas de blocage, bien sûr. L'expression de différence, c'est normal en démocratie. Des manifestations pour marquer un mécontentement, mais la France a donné au monde entier l'exemple d'un pays qui acceptait le discours de vérité et la prise de décision difficile. L'an passé, je vous disais en vous présentant mes vœux que je pensais que cette 13e législature resterait marquée dans l'histoire contemporaine comme celle du courage. Je crois que nous pourrons convenir ensemble que cette dernière année a confirmé cette conviction. Vous avez voté 3 collectifs budgétaires, 2 PLFSS en plus des exercices budgétaires traditionnels. Qu'avez-vous démontré, Assemblée nationale et Sénat, votre réactivité et votre sens des responsabilités? Loin des images épineuses de la prétendue tiédeur parlementaire, vous avez apporté la preuve que vous étiez à la hauteur de la mission que les Français vous ont confiée. Vous avez permis à la France d'affronter les épreuves nouvelles, d'assumer la solidarité européenne, tout en protégeant notre économie. Soyez fiers de la manière dont vous avez exercé votre mandat. Le courage n'est jamais une vertu vaine. Les Français savent reconnaître ceux qui les protègent et surtout les Français devinent dans quelle situation aurait été le pays si vous n'aviez pas voté les réformes que nous vous avons soumises pour sauver notre modèle social. Le ministre d'État revenant du Portugal m'indiquait que le gouvernement portugais travaille sur une diminution de 25% des salaires des cadres de la fonction publique portugaise. Voilà ce qui arrive dans des pays proches de nous, des pays courageux, des pays forts où les décisions de réforme n'ont pas été prises à temps. Je ne rappellerai jamais assez l'ampleur de la menace qui pesait sur notre système de répartition. Une retraite sur 10 n'était plus garantie et l'État avait chaque année recours à l'emprunt pour les payer. Évidemment, personne n'est enthousiasmé à l'idée de cotiser 2 ans de plus, mais quelle était la solution juste? Baisser les retraites des Français, augmenter les cotisations, toute autre solution aurait été injuste.
Les Français le savent, comme nos compatriotes savent parfaitement que personne ne reviendra sur cette réforme que vous avez décidée ensemble. Pour que les Français acceptent de suivre le chemin qui leur est proposé, il faut, j'en suis bien conscient, un équilibre entre les efforts demandés et les bénéfices escomptés. La voie est étroite, le rôle du politique est d'emmener les Français sous cette ligne de crête. Durant cette législature, nous sommes essayés à ce souci d'équilibre et de justice. Nos compatriotes sont prêts à l'effort à condition qu'ils n'aient pas le sentiment qu'on leur en demande de plus qu'ils ne peuvent en fournir, ou plus exactement qu'on ne leur demande pas davantage que la situation ne le nécessite exactement. Le problème, c'est qu'il n'existe pas un responsable, qu'il n'existe pas un grand livre où cette ligne est définie précisément. Comme cela serait commode pour les responsables politiques que nous sommes, quels que soient nos engagements et nos sensibilités, de pouvoir se référer à ce grand livre où expliquer parfaitement où se trouve la limite et la ligne de crête. C'est la raison pour laquelle, en plus de la sauvegarde des retraites avec le Premier ministre, il nous a semblé juste de protéger les plus fragiles en revalorisant le minimum vieillesse de 25% sur la durée du quinquennat et l'allocation pour adultes handicapés de 25% sur la durée du quinquennat. De la même façon, nous avons maintenu le cœur de notre projet sur le travail. Je n'ai pas voulu revenir sur l'exonération de charges et la défiscalisation des heures supplémentaires pour une raison simple, c'est que 9 millions de salariés en bénéficient. 9 millions. Pour ceux qui ont touché les heures supplémentaires, et nous aurions souhaité qu'ils en aient d'autres, et du pouvoir d'achat en plus. Revenir sur cela, c'était les priver de ce pouvoir d'achat gagné par le travail supplémentaire. Pour que la France puisse traverser la crise dans des meilleures conditions, il a fallu en chercher en permanence cet équilibre. Je ne dis pas que nous l'avons trouvé, je dis que c'est sans doute le plus difficile à faire pour des responsables politiques. Finalement, le dialogue entre l'exécutif et le Parlement permet de trouver cet équilibre, texte après texte, le bon usage pour arriver à une réforme juste. Je veux donc rendre hommage en ce jour de vœux à la fructueuse collaboration entre le gouvernement que je salue et vos assemblées. Parmi les membres du gouvernement, vous me permettez de saluer tout particulièrement Patrick Ollier pour le remarquable travail qu'il accomplit. Dans mes vœux aux Français, j'ai rappelé que c'est grâce à leur sang-froid que la France a résisté, mais je crois qu'il est juste de dire que c'est également grâce à la solidité de nos institutions. Nous pouvons collectivement nous en féliciter. Les institutions de la Ve République ne sont plus aujourd'hui en débat sur le fond. L'échiquier politique, les plus anciens parmi nous le savent bien, s'est construit en 1958 entre partisans et opposants à la constitution de la Ve République. Il a fallu 2 décennies et l'alternance pour que ceux qui contestaient la légitimité du régime s'y rallient. Aujourd'hui, il ne se trouve plus un parti de gouvernement pour en contester les fondements. Notre régime est un bien précieux. Que nous puissions ou non nos racines dans le gaullisme, il me semble que nous pouvons tous en convenir. À ce titre, le changement de majorité au Sénat en septembre dernier, Monsieur le Président n'est que la dernière illustration de la longue série des exemples qui démontrent que nos institutions relèvent d'un subtil équilibre qui serait absolument insensé de vouloir bouleverser. Je ne doute pas d'ailleurs que ceux qui plaidaient il y a peu encore pour la disparition du Sénat verront dans l'alternance au Sénat une raison de préserver une institution bien utile à l'équilibre de notre République. Alors souvent héritiers de Montesquieu, nous aimons opposer majorité et opposition, l'exécutif et le législatif, en considérant que les institutions telles qu'elles ont été pensées devrait avoir pour objectif principal de permettre à chaque pouvoir de tempérer l'autre ou d'en éviter les dérives. Ce n'était pas la marque que je souhaitais imprimer à nos relations. Je crois à la complémentarité, je crois à la stimulation réciproque. En vous proposant la révision constitutionnelle de 2008, je vous ai dit qu'un pouvoir exécutif fort n'implique pas un pouvoir législatif faible. Il faut un parlement fort. Pas pour nous protéger contre je ne sais quelle dérive, mais plutôt pour que la dynamique d'un pouvoir exécutif fort et d'un parlement fort se nourrissent l'une et l'autre. C'est le sens de la révision constitutionnelle que vous avez adoptée. Pas un d'entre vous n'a eu à le regretter.
depuis que cette réforme s'applique, y compris ceux qui n'ont pas voté. Elle est passée à une voix près. Mais c'est une constante de notre système politique moderne. Une fois un texte adopté et quelles qu'aient été les batailles parlementaires, on en reparle assez peu par la suite. Cette réforme a donné lieu à un psychodrame, comme notre système politique les adore. Mais qui aujourd'hui, 2 ans après, conteste la réforme ou parle de la modifier? Personne. Ne vous y trompez pas, cette révision constitutionnelle sera une œuvre majeure de votre action parlementaire. Car on parle souvent des 2 premiers rôles du Parlement, le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle. Mais on oublie un autre pouvoir fondamental, celui de constituant. Pour le cinquantenaire de notre Constitution, vous avez adopté sa révision la plus profonde depuis 1958. Vous avez créé pas moins de 9 articles nouveaux et en avez modifié 39 autres. Contrairement au fantasme véhiculé par un seul de ces articles, n'a renforcé le pouvoir présidentiel. Toutes les dispositions que vous avez adoptées ainsi que les 9 lois organiques afférentes renforcent les droits de nos concitoyens, les droits du Parlement et les droits de l'opposition. Les droits de nos concitoyens, la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, est un immense progrès pour les libertés individuelles. Chaque justiciable dispose aujourd'hui du droit de contester la conformité d'une loi à la Constitution. Cette réforme avait été envisagée à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années et à chaque fois elle s'était enlisée, dans des débats sans fin. Le président du Conseil constitutionnel l'avait appelé de ses vœux dès 1989, Robert Badinter. 2 projets de loi constitutionnels en 1990 portés, si mon souvenir est exact, par M. François Mitterrand et en 1993 n'ont pas abouti. C'est l'honneur de cette législature, la vôtre, que d'avoir donné à nos compatriotes le droit de soulever une exception d'inconstitutionnalité. Et ce droit, nos concitoyens l'utilisent puisque, pour l'année écoulée, le Conseil constitutionnel a rendu 110 décisions en réponse à ces questions. Nous découvrons ainsi chaque mois la portée de ce dispositif qui réaménage en profondeur notre environnement juridique et protège mieux les droits fondamentaux de nos concitoyens. C'est un choix qu'il a été difficile de faire. Mais aujourd'hui, qui viendrait dire aux Français la question prioritaire de constitutionnalité, il faut l'annuler. Depuis 5 ans, les libertés publiques ont progressé dans notre pays, mais également la démocratie. Votre rôle, le rôle du Parlement, a été revalorisé. Nous avons ainsi instauré la discussion en séance publique sur la base du texte adopté en commission. Depuis que je suis engagé dans la vie publique politique, j'entendais cette demande. Personne n'ignore qu'en pratique, ce droit est probablement le plus puissant puisqu'il inverse rigoureusement le rapport de force lorsqu'il y a désaccord entre la commission et le ministre. Nous avons imposé le respect des délais obligatoires entre le dépôt d'un texte et son examen qui garantit aux commissions de ne pas escamoter leurs travaux. Nous avons instauré le partage de l'ordre du jour. En 2 ans, la pratique a évolué. Au lieu d'avoir 2 ordres du jour distincts et parallèles, le gouvernement et les chambres dialoguent pour établir ce que nous appelons un ordre du jour concerté. Cela permet de mieux hiérarchiser les priorités du travail législatif dans l'intérêt des Français. Nous avons strictement limité en droit l'usage du 49.3. Dans les faits, mesdames et messieurs les parlementaires et avec le Premier ministre François Fillon, nous sommes les seuls à ne pas avoir eu recours au 49.3 depuis le mandat de Georges Pompidou. Jamais, pas une fois, la révision constitutionnelle a également permis que le Parlement soit à présent systématiquement informé des opérations militaires extérieures, ce qui est normal, et en autorise leur prolongation. Cette révision a doté l'opposition et les groupes minoritaires d'un véritable statut constitutionnel. En pratique, cela leur permet de disposer de nombreuses plages d'ordre du jour et de proposer de droit des commissions d'enquête. Je vous rappelle que nous avons aussi confié à l'opposition la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et cela ne devait pas être une si mauvaise idée, puisque la nouvelle majorité sénatoriale a décidé de suivre cet heureux chemin démocratique en confiant la présidence de la commission des finances à l'opposition, qui aujourd'hui peut contester que ce soit des pratiques démocratiques qui honorent la France et qui n'affaiblissent pas le Parlement. En outre, j'ai veillé à ce que cela soit un parlementaire de l'opposition du groupe majoritaire de l'opposition
qui sont nommés à la présidence de la Cour des comptes. Et je crois que là aussi, la pratique habituelle qui consistait à nommer à la tête de l'organisme de contrôle un ami politique, fut-il de grande dimension, fut-il au caractère bien trempé, ne renforce pas cette grande institution qu'est la Cour des comptes. Je sais que cela a provoqué dans la majorité bien des interrogations, mais franchement, la France mérite cet effort d'ouverture. Je voudrais rappeler également que nous avons fait le choix de davantage encadrer les prérogatives du chef de l'État. À mon initiative, vous avez adopté la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels consécutifs. Vive la France, vive la République française.